Sur terre, en mer ou à vélo, l'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je m'appelle Cyril Blanchard et aujourd'hui, c'est à toi de devenir champion de ta vie. Posez vos questions, Axel, on va y répondre. Mais si vous avez envie aussi de l'aider par rapport à cet état d'esprit, parce que vous aussi qui le suivez dans ses aventures, peut-être que vous ressentez certaines choses, voilà, et cette singularité, n'hésitez pas à mettre un mot pour partager ça auprès d'Axel et auprès de moi. D'ailleurs, on le fera par effet de rebond. Ça t'a laissé un peu de temps de réflexion au passage. Je dirais renaissance. Ah, génial. Renaissance. Ouais. Cette nécessité, en fait, qu'amène la curiosité, à un moment donné, de toujours porter un regard nouveau sur quelque chose et Mhm. d'avoir l'impression, finalement, de se surprendre soi-même, alors que c'est juste une illusion d'esprit, souvent. Ouais. Mais ça permet jusqu'au clap de fin, avoir en permanence un regard différent sur les mêmes choses et de les regarder sous des angles différents, sous des prismes différents, sous une lumière différente. Et si je fais le lien avec le vélo, qui est un univers dont je suis tombé amoureux, c'est faire la même sortie, le même parcours, sur le même vélo, à l'aube et au crépuscule. Et on va potentiellement redécouvrir complètement la sortie, on va probablement redécouvrir l'endroit, redécouvrir les senteurs, redécouvrir le lieu, redécouvrir la machine aussi, puisque le vélo ne va pas se comporter de la même manière. Alors pourtant, c'est strictement la même boucle, c'est le même parcours. Ça, j'aime beaucoup le faire. Mhm. Et c'est d'ailleurs un projet qui m'est cher peut-être de pouvoir refaire, tu vois, Mhm. des expéditions que j'ai pu réaliser un peu Mhm. extrêmes, de les Mhm. refaire à un Mhm. moment différent de ma vie sur le même parcours, Ouais. pour pouvoir quelque part le revivre, pas pour D'accord. faire la même chose, mais pour porter Ouais. un regard différent sur ce même parcours. Mmh. D'accord. Bah, je suis très admiratif de ça parce que moi, pour le coup, ça fait partie un petit peu des choses que je n'aime pas, de revenir au même endroit, même si effectivement, comme tu peux le dire, en fonction des saisons, en fonction de plein de choses et plein de choses, on peut revivre ce même parcours complètement différemment. Et merci d'ailleurs pour ce que tu m'apportes parce que peut-être que finalement, je passe à côté de plein de choses. Tu es allé du côté de l'Amérique latine et l'Amérique, tu es allé un petit peu aussi en Amérique, mais un peu plus au nord. Alors pas à vélo, pas à Ouais, vélo, tout ce qui est Amérique du Nord et Amérique centrale, ouais. c'était un projet de départ, Mhm. qui était beaucoup plus large. C'est-à-dire Ouais. que quand je suis parti en Amérique latine, de Colombie à l'Argentine, Mmh. au départ, j'aurais aimé partir d'Alaska, parce qu'il y a un Ouais. parcours sur la panaméricaine là, qui part d'Alaska et qui va jusqu'à Ushuaia, qui est très réputé des tours du mondiste. Mmh. Mais bon, il faut beaucoup de temps pour faire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et ensuite Mmh. l'Amérique du Sud. Et du coup, je m'étais focalisé sur l'Amérique latine. Donc non, j'ai pas encore posé mes Alors peut-être roues que en parmi ceux Amérique qui du vont nous Nord écouter, et en Amérique centrale. il y en a peut-être qui vont t'interpeller en disant: «Waouh, super projet, génial, attends Axel, est-ce que je peux avoir tes coordonnées? Il faut que Peut-être, je te parle et tout». Parce qu'il y a plein de gens peut-être. peut-être qui vont nous t'écouter et qui vont et c'est déjà le cas d'ailleurs et qui comme toi peuvent se dire finalement: «Mais 2011, moi aussi c'est 2023, j'ai eu mon déclic et je veux partir et Axel, si tu peux m'emmener dans tes bagages». Non, 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 je veux pédaler à côté de toi et tout. Peut-être que finalement tu peux embarquer du monde et je crois que c'est ce que tu fais d'ailleurs, on va y revenir, mais sur tous les projets que depuis 2011 sur lesquels tu nous fais vibrer. Pourquoi je te posais la question de l'Amérique du Nord? Parce qu'en fait, en fait, moi, quand je suis allé là-bas, on m'a parlé non pas de renaissance, mais la récréation. Alors, mais en mode anglais, c'est pas la récréation, c'est recreation, donc la recréation. Et c'est ce que j'aime bien dans ce que tu nous apportes là, c'est cette capacité, cette faculté que tu as de pouvoir te réinventer, de recréer des choses et comme si, reprendre comme si c'était la première fois. Et ça, c'est le mot qu'on emploie aux États-Unis, quand en France, on n'emploie pas de la même façon la récréation. Mais finalement, la récréation, c'est un moment de on lâche, on profite, on est dans le plaisir, on est dans le jeu, on retrouve un petit peu sa jeunesse, son enfance pour à nouveau finalement, revivre, peut-être des projets qu'on avait laissés un peu de côté. Donc toi, c'est en 2011 que ta vie change. Tu disais tout à l'heure, il y a une bifurcation, Oui. et cette bifurcation, qu'est-ce qui te fait alors, tu l'apprends, c'est peut-être une évidence pour toi, mais avec du recul, où les autres te disent: «Mais tu es fou, il fallait faire preuve de grand courage pour faire ce que tu as fait. Tu avais avant une vie entre guillemets, bien rangée, tu avais une école de commerce, tu as eu une première expérience, assez significative dans voilà, avec un projet qui était super sympa en plus». Mais à un moment donné, tu te dis en 2011, il y a 2 potes qui sont là, tu te dis: «Tiens, on va partir en vélo» et puis toi, de ce jour-là, tu dis: «Ma vie sera plus comme avant». Alors, c'est vrai que maintenant, tu vois, 10 ans après Ouais. l'un de ces marqueurs, c'est facile de le décrire comme ça, en fait.
Et c'est assez étonnant de voir à quel point les gens aujourd'hui ignorent que tous ces grands moments, où quelque part tu prends des bifurcations, ne sont que l'accumulation de plein de marqueurs, que très souvent on ignore et sur lesquels en fait on a les yeux fermés. Et c'est finalement après coup, des années après, moi ça fait 10 ans, mais peut-être que ça aurait pu prendre 20 ou 30 ans selon, l'époque et les expériences vécues, que tu arrives finalement à essayer de dresser un puzzle de tout ce qui s'est passé, quoi. Et tout le monde le vit au quotidien. C'est des messages qu'on reçoit, de proches, de sa famille, de sa femme, de son homme, bref, de gens Mmh. qu'on aime, Mmh. mais également, dans l'inspiration qu'on va puiser. Les gens qui nous suivent, les gens qui vont regarder la vidéo, les livres que tu vas lire, Mmh. toutes les recherches finalement de points de contact que tu vas avoir. Et ça, heu, tout le monde le vit au Mmh. quotidien. C'est juste que la majorité, on est aveugle. Moi, je dis pas qu'il y a eu ce déclic, tu vois? Ah tiens, boum, parce qu'en fait, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mmh. C'est à un moment donné, tu prends une décision, tu fais ce virage-là, parce que avant, il y a eu déjà aussi d'autres marqueurs qui ont fait que et pour une raison que je n'arrive pas encore à expliquer, sinon ça serait mathématique, ça OK. serait, algorithmique Mmh. et malheureusement, ça perdrait tout son sens, ou en Mmh. tout cas toute sa saveur. C'est que ça veut dire qu'on pourrait presque planifier pour Cyril quand est-ce qu'il va changer de vie, si on lui fait faire ça, 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 ça et ça, et à un moment donné, boum, tac, il change de vie. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ce que je peux simplement partager comme expérience, c'est qu'il faut dire oui. Il faut, en fait, à un moment donné, se laisser surprendre. Parce que en se laissant surprendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on n'arrive pas à voir finalement ce qu'il y a derrière le rideau. Mais on n'a que des bonnes surprises. Et un jour, peut-être, vient une grande image dont on n'avait même pas connaissance à l'époque. En 2011, est-ce que j'aurais eu conscience qu'on se parlerait aujourd'hui Ouais. et que j'aurais fait tout ce que j'ai pu et tout ce que j'ai eu la chance de faire jusqu'à présent? Non, bien sûr que Et non. d'avoir dit oui Quand, à plein d'occasions, d'opportunités. exactement. En fait, j'ai dit oui en 2011, mais en fait, en Il y avait repensant d'autres à ça, avant? voilà, il y en avait eu d'autres avant. Ah oui. Il y avait eu, et c'est en me replongeant dans tout ça, c'est en Ouais. réfléchissant, en essayant de cérébraliser un peu cette démarche. Parce Mmh. on m'a posé plusieurs fois la question et tu me la poses encore aujourd'hui, c'est que Mmh. ça intéresse les gens. C'est là que j'ai après, en travaillant et en faisant comme un travail de mining, vraiment d'aller chercher, d'aller creuser dans les mémoires et dans les souvenirs, que je me suis rendu compte que finalement, c'est ce que je faisais quelque chose d'assez récurrent, en fait, de dire oui. Comment tu fais Et comment enfin, c'est peut-être une technique que tu as que toi depuis un certain nombre d'années, avant 2011 déjà, de faire un petit peu le bilan de ton parcours, de tes années, de ce que tu as fait et cetera, ce sur quoi tu as œuvré et puis finalement pour que le puzzle dont tu nous parles, il y a une pièce par-ci, une pièce par-là, ça commence à se dessiner et là d'un seul coup en 2011, pouf, le fait qu'il y ait les 2 potes qui soient là et ça y est, c'est pas ou et les que tu vives l'expérience en plus, ça devient presque une évidence. Donc tu as une technique pour ça? Tu as un process ou pas du tout? Tu laisses venir les choses comme ça vient? j'en ai une qui va se connecter à ce que tu m'as dit avant vis-à-vis de récréation. Ouais. C'est-à-dire que ce que m'ont proposé mes deux amis, c'est un moment de suspension Mmh dans mh. la vie que je menais, qui était une vie déjà de dingue, comme la majorité des gens vivent en ce moment dans le Bien. boulot, quoi, parce Ouais, que tu fais des milliards de trucs, tu es bombardé de notifications, enfin, ouais. c'est ultra anxiogène Mmh. et c'est fatigant. Et il y a plein de gens, je pense, qui détestent cette vie-là, et malheureusement, on est tous dans ce système un peu aberrant de l'hypercommunication. Bien Faire un sûr. clin d'œil à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Baudrillard. Mmh. Et en fait, le, cette suspension qu'ils m'ont proposée, j'ai pu respirer finalement grâce au vélo, et j'ai pu à un moment donné avoir un moment de réflexion. Dans ce moment de réflexion et avec le recul aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que si à un moment donné, tu te poses une question sur ta vie et que tu as envie quelque part de changer quelque chose qui te dérange et que tu ne sais Ouais. pas ce que c'est, Mmh. j'encourage les gens à se plonger dans l'enfance. Qu'est-ce que tu aimais faire quand Mmh. tu étais enfant? Mmh. Qu'est-ce que tu aimais faire? Vraiment, qu'est-ce qui Mmh. te. Voilà, tu dis, tiens, quand j'étais enfant, j'aimais, je sais pas, jouer avec des petites voitures. J'aimais jouer à cache-cache avec mes amis. J'aimais dessiner. J'aimais travailler sur un Solex. J'aimais faire de la poterie. J'en sais rien. Parce que très souvent, et moi en Le l'occurrence, je docteur fais un avec la parallèle voisine, avec. moi. Peut-être, mais pourquoi pas? Mais si tu veux, pourquoi pas? Mais Il j'en n'y ai a pas pas fait un de mauvais métier. choix. Il y a pas de mauvais choix, mais si tu veux, ces marqueurs, on en a tous. Quand on Ouais. se plonge en fait dans l'enfance, vraiment, il y a une activité de prédilection. Tu dis ça, c'est Mmh. vraiment ce que j'adorais faire. Ouais, Très souvent, en fait, on passe notre vie d'adulte souvent à essayer de revenir bien sûr. à ces phénomènes-là et à cette sensation-là. Mmh. Et pour moi, le vélo, c'est ni plus ni moins un retour dans l'enfance et de me retrouver à un moment donné dans le jardin Mmh. d'un ami qui d'ailleurs, accessoirement, c'est pas un hasard, mon associé.
en jouant avec ses fils, à jouer à cache-cache dans un univers qui, pour moi, était un jardin d'Éden, parce que c'était un très grand terrain sur lequel on pouvait courir dans les bois, là où je n'avais pas l'occasion de le faire, là où j'habitais. Et du coup, je retrouve ça dans le vélo. Quand D'accord. je suis sur le vélo, en extérieur, que ce soit sur de la route, du gravel, du VTT, je retrouve tu vois, cette sensation de respiration que j'avais quand j'étais enfant. Et Respiration, ouais. je pense que plein de gens pourraient finalement avoir des réponses assez simples sur Mmh. une équation qui consiste à dire est-ce que je dois changer quelque chose ou pas, hein, dans ma vie, Mmh mh. vis-à-vis de est-ce que ce que je fais aujourd'hui, à quel point c'est éloigné finalement de ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Ouais. Parce qu'on a une vie d'adulte aujourd'hui, et pour plein de gens malheureusement, qui consiste à essayer de renier ça. Sorte Et de on le retour renie aux avec un mot, sources, d'être à on le renie avec le l'essentiel un mot petit peu. enfantin, tu vois. OK. Moi, je demande de revenir au monde de l'enfance, pas Mmh. d'être enfantin dans la démarche, Bien sûr. tu vois, Ouais. d'être puéril. C'est vraiment de se Mmh. puiser la quintessence de ce que tu aimais faire quand tu étais petit. Parce que Ouais. souvent, ça t'a forgé. Ça t'a forgé, et te déporter de ça, je pense que c'est presque antinaturel, en fait. Mmh. Et donc là, tu vis une expérience incroyable, avec tes potes et quand tu reviens, quand tu en rentres, tu dis, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens? Qu'est-ce qui se passe quand je reviens? Bah, il se passe que je reviens un dimanche soir, Ouais. en avion du coup, Mmh. puisqu'on revient de la Moldavie. Le Mmh. lundi matin, je reprends le bureau, je vais être à 7 heures pour aller boire le café avec, Mmh. l'équipe, et bref, repartir un peu dans le rythme habituel, Mmh. métro, boulot, dodo. Et Mmh. en fait, la veille, le soir, quand je prends, ma douche, je pleure sous la douche, en fait. Je me mets sous la douche, j'ai le souvenir d'être surpris, tu vois, Mmh. d'avoir de l'eau, qui normalement vient de ma Mmh. pomme de douche, et en fait non, c'est moi qui pleure sur le visage, je sens en fait Mmh. que c'est salé, quoi. Et c'est comme tu as dû forcément vivre ça, je pense, par rapport à les retranchements dans lesquels tu es allé physiquement. Il y a comme un lâcher-prise qui se passe du corps, qui vient quelque part t'envoyer un message que l'esprit, peut-être avait, tu vois, gardé, Mmh. et contenu pendant trop d'années. Mmh. Et c'est assez marrant d'avoir tu vois, ce décrochage quand tu as le corps qui se comporte d'une manière complètement différente de la maîtrise de l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je me suis dit: «Punaise, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais chercher». Ouais. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je pleure après cette expérience qui était physiquement extrêmement intense. Au départ, tu te dis: «Bah, c'était peut-être parce que c'était trop douloureux». Peut-être parce que je suis allé trop loin, peut-être que c'était trop dur, j'ai pris trop de risques, peut-être que je devrais pas faire ça parce que mon corps me dit ça, et je me suis pas attardé finalement sur la surface. J'ai essayé de comprendre en me disant: «Tiens, là, ça, il faudra que je cherche». Mmh. Moi, j'aime beaucoup travailler en silo dans ma vie, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, tu vois, je me Mmh. focalise, je termine, et ensuite je passe à un autre sujet. Je fais pas des milliards de sujets au même moment. Mmh. Je travaille beaucoup en silo, donc je me suis dit: «Ça, ce silo-là, je vais le garder. Tac, ce marqueur, je vais le poursuivre en parallèle de ma vie de voilà, métro boulot dodo que tout D'accord, donc tu as une phase bien». de transition où tu avais, malgré tout, un double sillon, quoi. Tu as celui de ta C'est ça, vie, et à côté de ça, tes aspirations exactement. personnelles et comment tu Et as et mais en fait, ça a mis des années. C'est-à-dire que ça, c'est ah ouais, 2011, ça c'est c'est mon pas premier contact avec le ouais, vélo, ça s'est pas ouais, fait d'un seul coup. bien Après, sûr. je suis allé replonger dans la piscine, je me Ouais. suis remis dans le bain, à fond les ballons, boulot, comme tout le monde, quoi. On y va, on Mmh. y va, on y va. Mmh. Et en fait, après 2011, 2012, on a réitéré l'expérience, Mmh. d'un Mmh. voyage à vélo vraiment engagé, toujours en Europe de l'Est Mmh. d'ailleurs. 2013, il y en a eu 2, encore plus difficiles, avec l'Atlas et l'anti-Atlas marocain, Mmh. traversée de la France, ma première fois. Bref, quelque part, on augmentait la dose à chaque Mmh. fois. On Mmh. augmentait l'engagement des expés avec mes amis, toujours avec les mêmes personnes, hein. Mais voilà, tu vois, ça a permis quelque part à chaque fois de hop, se repencher sur le silo. C'était pas un exutoire, c'était un silo qui m'a permis de me dire: «Tiens, là, Ouais, il y a quelque chose. c'est le Il y a sens. quelque chose. Ouais, Il y a un sens, et il faut ouais, il y a un écouter». sens, Parce qu'il excellent. y a un sens, il faut écouter, tu vois? Ouais, Les gens ont tendance à imaginer, ouais, si je fais le parallèle trivial, je vais faire ma course à pied, c'est mon exutoire. ouais. Non, Mmh. c'était pas un exutoire, c'était Excellent, il y a excellent. quelque chose, Mmh. je vais creuser en même temps pour Ouais. essayer de savoir ce qui se passe. Mmh mh, Et mmh. petit à petit, et ben, ça a mis en branle, Mmh. toute, une énergie que je peux pas expliquer, autrement que voilà, ça m'a permis de pouvoir partir sur mon grand voyage, le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Mmh. Colombie, Argentine pendant 240 jours en coupant ma vie d'avant. Mmh. Mmh. Ah, il y a quand C'est-à-dire même de donc dire là, il y a c'est le le moment où il y a la silo, coupure, quoi. ouais, exactement. Ce OK. silo, tu vois, qui prend, Ouais. 1 de ton attention, Ouais. 99 étant sur le reste de ta vie. Ouais. À un moment donné, je dis: «Ces 1 là, Ouais. il y a une mine d'or, il y Ouais. a quelque chose Ouais. qui me motive, qui m'anime pour toutes les raisons qu'on a évoquées là pendant ces quelques minutes. Je vais le poursuivre à 100. Je Mmh. vais inverser complètement le rapport».
Donc, il s'est passé 2 ans quand même entre cette prise de conscience et 4, après 4 ans, 4 4 ans, ans. 4 ans. 2011 pour mon premier voyage, Ouais, 2015 pour vraiment la grande traversée. la grande traversée. Et que tu as commencé à préparer peut-être, quoi, 1 an avant En peut-être à peu près? 2014, ouais, 1 an de préparation à peu près, ouais. D'accord, ouais, OK. Excellent. Génial. Non, ça c'est aussi moi je réfléchis beaucoup aussi, tu sais, enfin, ça se voit pas, je réfléchis. Mais à tous ceux qui se disent: «Moi, tu vois, j'ai les vacances et vivement l'année prochaine que je suis en vacances et c'est mon exutoire», comme tu disais. Mais à un moment donné, je fais une année de vacances et je pars dans un truc, waouh, ça y est, je suis à Hawaï, on ressent les mêmes choses que toi quand tu étais à Hawaï et ça y est, c'est là que voilà, ma vie, c'est ça. Et donc, bah, justement, on se dit: «Bah, tiens, j'aimerais que ça se fasse comme ça». Mais toi, ce que tu nous enseignes quand même au passage, c'est qu'il y a 3 années où tu es quand même dans ton sillon qui est, bah, voilà, purement alimentaire, mais que Oui, malgré tout, il faut assurer ça. C'est le côté sécurité, le côté reptilien, etc. Mais d'un autre côté, j'ai mes aspirations, mes envies, mes désirs et je sais où ils sont. Mais il y a une phase de quand même de 3 années, hein, donc il faut être patient quand même, hein, quand on a des et convictions fortes. si tu veux, là-dessus, je vais même, comment? Densifier le discours dans le sens où moi, ça a mis 3 ans, mais ça peut Mm. peut-être prendre 40 pour une personne. Ouais. C'est individuel, en fait, ça dépend des gens. Comme des verrous qui doivent se déverrouiller. Ouais. La seule garantie que je peux donner aujourd'hui, c'est que Excellent. en fait, quand tu es en silo comme ça Ouais. et que tu as ce marqueur-là et que tu as fait ça, mais qu'après tu es revenu, comme tu dis, dans ton job alimentaire, dans ta vie alimentaire, c'est que Ouais. par capillarité, forcément, ce que tu fais au quotidien alimente aussi ton silo et tu le sais pas. Mm. Donc tout est et Ouais. moi c'est bon, c'est pas Mm. moi qui l'appelle comme ça, mais la Mm. prophétie autoréalisatrice, Bien sûr. qui est une Mm. théorie qui est extrêmement connue et Mm. beaucoup utilisée des fois à tort, ou en tout cas pour des questions négatives. Mm. Moi, pour la partie positive, je me dis qu'au final, ça crée de manière complètement inconsciente, Mm. quelque chose qui par capillarité va de toute manière te transformer. Ouais. On peut appeler ça comme on veut, mais à partir du moment où tu as ta flamme intérieure, où évidemment, tu ne vois plus le monde de la même façon, quand bien même au quotidien, tu as des enfants, quand bien même au quotidien, tu as un travail alimentaire, etc. Des équations à résoudre, mais pour autant, ça ne t'empêche pas de pouvoir toujours avoir ce deuxième signal à côté. Et puis, bah, comme tu dis, en fait, les signaux qu'on ne voyait pas avant, tu nous l'as dit, hein, avant 2011, ils étaient là, mais je ne les voyais peut-être pas. Et d'un seul coup, bah, je vois toutes ces évidences. Donc, c'est C'est une ça. question de visualisation. Alors, soit la vue, hein, le regard, ce sens-là, mais aussi une vision, ça peut être au-delà de ça, hein. On n'a pas qu'un seul sens qui nous permet de voir ou de sentir les choses en tout cas. Donc voilà, c'est ce que tu nous enseignes là et merci parce que pour le coup, tu apportes une méthode là. C'est pas juste ton histoire, c'est pas juste, voilà, tu nous apportes vraiment ça me permet d'être un peu plus clairvoyant sur le projet de développement personnel quand on veut s'améliorer, se développer et puis aller au bout de ses idées. Il y a un truc qui m'a plu dans ce que tu as dit, c'est tu as employé le mot dose à un moment donné. J'ai pris ma dose, quoi. Et moi, il y a un truc qu'on m'a dit un jour, un gars qui a fait une formation en coaching, il m'a dit: «Ouais, Cyril, tu connais le truc, toi qui aimes bien tout ce qui est hormonal, etc. Prends une dose, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine». Waouh, c'est génial ça. C'est un moyen mnémotechnique de se souvenir qu'effectivement, des fois, il y a la vie qui nous régit, c'est aussi nos hormones, quoi. Et quand on sait un peu ça, bah, quelque part, l'énergie dont tu parlais tout à l'heure, on peut l'associer aussi à notre système hormonal parce que des fois, il y a des choses qu'on fait, c'est pas toujours tant dans la tête, quoi, hein, c'est dans le corps. Bah, les hormones, c'est ce qui régule tout notre organisme. Et la dose que tu as prise là, en de 2011, bah, c'était une grosse dose de l'intérieur. Et puis depuis, bah, tu l'as nourrie et ce qui t'a amené en 2014 ou 15 en tout cas, à aller au bout de ton processus, de ton projet. Il y a une question qui nous est posée par Arnaud. Et peut-être que c'est le moment de la poser parce qu'on va venir après à tes voyages, justement. Quel est pour toi ton meilleur souvenir en termes d'aventurier sur ton vélo ou peut-être pas d'ailleurs sur ton vélo, hein? C'est quoi ton meilleur souvenir? Quel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Embarque-nous. Alors là-dessus, sans hésiter, puisque Ouais. vraiment je sais que c'est quelque chose que je referai si, la vie me le permet, c'est le chemin royal des Incas. C'est la traversée, que j'ai eu la chance de réaliser avec un ami, d'ailleurs aventurier, Jonas, un aventurier allemand, qui a fait des trucs de malade, qui est un peu qui est, bref, le même sang coule dans nos veines et faire Cusco, Ouais. donc la cité impériale, capitale de la cité impériale, jusqu'à la Cordillère Blanche, Mmh. dans le centre Pérou. Mmh. Ça a été de très loin, à la fois une des expéditions les plus difficiles et les plus compliquées que j'ai eu à réaliser, mais ça a été une des plus belles. Ça, Mmh. c'est clair. Mmh. Ça a été sur quasiment 1900 km, passé à plus de 4000 mètres d'altitude. D'ailleurs, dans le talk TED, il y a quelques images de cette expédition-là.
parce que Alors, je vais le partager, hein, je mettrai le lien, etc. Mais là, on- j'en profite, toc, le lien pour ce fabuleux talk, évidemment. Excuse-moi de te couper, mais c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de me connecter avec toi. Donc, merci pour ça, de nous le rappeler. Et merci de nous remettre dans le bain des de la cordillère des Andes, des Incas, etc. Et Alors, ben, dans ce talk, il y a bien sûr ouais, quelques images de cet endroit qui est ouais, juste, génial. à la fois il est monumental, c'est-à-dire que moi la Cordillère des Andes clairement m'a façonné Mhm. parce que le massif et je suis fasciné par les montagnes parce que je suis né dans la plaine et que forcément quand tu viens d'Eure-et-Loir, quand tu arrives dans la Cordillère des Andes et que tu franchis un col à 5000, bien sûr que c'est une expérience transcendantale. Tu t'en prends tellement plein la vue, tu vois des choses que tu ne vois pas dans ton Eure-et-Loir natal, même si Mhm. l'Eure-et-Loir a beaucoup de charme. Ça m'a marqué et clairement, pour avoir fait beaucoup de montagnes, beaucoup de cols, Mhm. plus d'1 million de mètres de dénivelé, je compte même plus le nombre de cols que j'ai pu faire. C'est vraiment le parcours, c'est une orgie. C'est une orgie visuelle, c'est comme ça qu'il faut le décrire. De Cusco à la Cordillère Blanche, c'est déjà inconnu, c'est-à-dire je dois être parmi un groupe de plusieurs centaines de personnes qui ont eu la chance de poser leur roue là-bas. Ouais. Et c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, il y a tout. C'est magnifique. Et il y a des humains. Il y a des Péruviens qui vivent là-bas à plus de 4000 dans des villages reculés, Ouais. perchés, avec un mode de vie que j'aime beaucoup, qui est celui des Andes. On nous parle Donc, souvent en termes de voyage, déjà de ce que tu nous dis, la nature, l'environnement, etc. Et puis après, ou en parallèle, la population. On va souvent au Népal. Il y a des endroits comme ça de la Terre, on se dit, il se passe quelque chose. Toi, tu nous emmènes dans un autre endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les rencontres, les gens, l'état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens avec cette population et cet environnement? bah, je dirais que, parce que tu parles d'une destination où moi, bien sûr, je rêverais d'aller. Après, je me suis beaucoup documenté, je me suis beaucoup renseigné sur la destination. Je dirais que c'est l'avantage, entre guillemets, si on devait comparer, même si c'est un peu trivial de le faire, c'est Mhm. que l'Amérique du Sud a un côté untouched. Mhm. Au Népal, c'est très compliqué d'avoir parce qu'il y a beaucoup de business aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit quand même de beaucoup de. Enfin, c'est compliqué de faire de l'exploration là-bas sans avoir des permis. Bref, si on Ouais. doit citer un aventurier comme Mike Horn, Mhm. tu vas pas dans des endroits en Himalaya facilement parce que Mhm. c'est devenu un commerce. Ouais. Là où au Pérou, et notamment en Amérique latine et l'Amérique du Sud en général, et toute Mhm. la cordillère des Andes, il n'y a pas encore tout ça. Il n'y Mhm. a pas, entre guillemets, C'est encore préservé. c'est encore préservé, il n'y a pas toute cette économie du trek Mhm. Mhm. que tu as en Himalaya et Ouais. qui apporte bien sûr des choses positives. Hein, je ne suis pas en train Ouais. de Mhm. critiquer gratuitement, mais tu as vraiment un côté où tu arrives dans des villages où il n'y a jamais personne Mhm. qui est Ouais. passé avec vous, très peu de gens, et tu Mhm. es accueilli comme tel. Ouais. Et tu as la possibilité d'avoir un phénomène que j'ai déjà décrit pendant des interviews, c'est d'être comme dans Retour vers le futur, le doc avec la Mhm. locomotive, et de voir Mhm. Marty sur la gare. C'est ça la sensation quand tu arrives dans le village. Quand Mhm. tu poses ton vélo et que tu as des Péruviens qui arrivent pour te poser des questions, c'est exactement ce sentiment-là. Mais c'est pas ce sentiment, j'arrive avec un 4x4 et je t'écrase par le pognon. Mhm. C'est d'où tu viens, c'est un extraterrestre. Et là, tu as un lien immédiat qui va se créer avec les gens qui est juste monumental. Parce que en plus, tu es dans un théâtre de beauté qui est exceptionnel, mais en même temps, tu as des gens qui vont venir t'ouvrir, entre guillemets, leur intimité et leur gentillesse et leur accueil pour simplement t'offrir des bulles de vie qui ne vont pas durer très longtemps et qui vont t'aider finalement à progresser dans une pérégrination qui n'a aucun intérêt dans l'absolu. De pédaler dans les Andes, pour un Péruvien, ça peut même paraître stupide. Mais ils respectent une notion de l'effort que j'aime beaucoup Mhm. parce qu'ils vivent encore dans des conditions qui sont très très difficiles de vie. Ils n'ont pas toute l'assistance qu'on a dans l'Occident. Et c'est rafraîchissant, ça fait tellement de Alors bien. justement, le côté rafraîchissant, ça c'est pour tout le monde qui nous écoute, alors soit en direct ou soit qui écouteront a posteriori. Est-ce que tu es OK pour faire un exercice avec nous? Toujours. Toujours. Oui! Je savais que tu allais dire oui, je ne sais pas pourquoi. Et oui, ben ouais. Est-ce Ah, que tu veux bien, tout Axel? dépend de l'exercice. Hein. Non, non, je te rassure que ça va bien se passer. Bon, Si tu fermes les yeux, et d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent peuvent fermer les yeux, et ce que j'aimerais, bah voilà, tu es en train d'ouvrir là, tu nous as ouvert une porte, là, tu as parlé de rafraîchissement. On ouvre la porte, voilà, on est dans cet endroit qu'on découvre avec toi. Si tu devais nous donner une teinture, ce serait quelle teinture, tu vois, de ce que tu vois? Une couleur? je dirais rose violet Ouais, d'une image du Paso Sico entre le Chili et l'Argentine, toujours dans la cordillère des Andes, avec ouais.
C'est cette couleur très particulière des montagnes et de la géologie là-bas qui est provoquée par tous les minerais et tous les métaux qui sont Ah bah justement, hébergés sous ces montagnes. en termes de toucher, de texture, tu serais plutôt sur quoi comme texture? Eh bien, je l'ai pas autour du cou, mais ce serait ce toucher-là, le toucher d'une écharpe que je porte toujours, que j'ai Mmh. trouvé d'ailleurs sur le chemin vers les Incas, Un qui est tissu, une c'est de fibre, l'alpaca. C'est de l'alpaga. l'alpaca. D'accord. Donc c'est un tissu qui est doux, qui Ouais. tient chaud, Mmh. qui est rassurant, qui a un côté Mmh. confortable, même si tu es dans des situations de souffrance abominables, tu as l'impression Mmh. d'être au soleil. Mmh. Justement, d'ailleurs, l'ambiance, elle est plutôt chaude, elle est plutôt froide, elle est comment cette ambiance-là? À moi, elle est Mmh. toujours chaude. C'est chaud. J'adore me plonger dans le froid, mais j'aime Ouais. toujours C'est sentir la chaleur de la flamme ouais. intérieure. C'est une chaleur plutôt sèche, moite? C'est une chaleur comment? Les deux, ça C'est un peu dépend les 2. du moment de la journée. D'accord, et d'ailleurs le Comme le matin, soleil, hein. et tu Tu as la préfères brume du matin tu nous emmènes et plutôt le matin ou plutôt le soir là? Si tu devais allez, faire un choix? les deux. Ah, faut choisir. Je sais que tu dis oui à tout, mais là, c'est le matin ou c'est le soir? Ah non, tu peux pas choisir. Pour moi, vraiment l'aube et le crépuscule, C'est les 2 c'est moments, comme si quoi. c'est Ouais, les 2 moments enfin, c'est les 2 faces d'une ouais, même pièce. Tu ouais, peux pas d'accord. choisir de regarder la pièce que d'un côté alors que tu sais que tu as l'autre Hein, côté. hein. Ouais. C'est essentiel de regarder les 2. Ah, OK, Et OK. tu manques quelque chose en tout cas Ouais, si tu regardes qu'un seul côté. et peut-être pour finir sur une touche un peu, voilà, une sonorité, un son, ce serait plutôt quoi, là? Qu'est-ce qui nous vient, là, comme son? Bah, on est dans les Andes, donc je dirais Mmh. la quena, qui est la flûte typique péruvienne, OK. et notamment le son d'un ami qui m'est Mmh. cher, qui s'appelle Rodney, Ouais. qui a participé à quelques épreuves que j'ai organisées. On a fait des expés ensemble d'ailleurs, qui est Mmh. péruvien, Mmh. et à qui j'ai fait découvrir des endroits de son pays qu'il ne connaissait pas. Et on a des souvenirs, parce qu'il avait transporté sa quena, et de temps en temps, il me jouait quelques airs et quelques sons C'est en haut de plutôt la montagne. des notes aiguës, graves, c'est C'est des notes plutôt aiguës. ouais? Pour celles et ceux qui s'intéressent, Ouais. El Condor Pasa en espagnol, qui est Les Condor Pasa. une musique très très célèbre, très connue au Pérou. Merci Axel, tu peux revenir tranquillement dans la réalité, présente. Voilà, j'étais dans les Andes, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si on a embarqué du monde, mais en tout cas, l'idée, c'est tiens, bah, est-ce que tu peux nous dire, là, en rouvrant les yeux, une sensation, là, comment tu te sens avec nous? Bien, moi, tu sais, c'est marrant que cet exercice est super intéressant parce Mmh mh. que c'est quelque chose que je fais de manière Mmh. spontanée, Mmh. enfin, en tout cas que j'utilise, c'est une des ressources Mmh. Mmh. pour ouvrir un peu le trésor là, et Mmh. pas trop en donner parce qu'il faut quand même vous lancer, faut y aller, il faut aller découvrir son propre trésor. Mais c'est une technique que j'utilise ça pour Ouais. quand je suis dans des situations qui sont extrêmement difficiles dans les expés, Mmh mh. dans des retranchements Ouais. psychologiques et physiques souvent un peu extrêmes, Mmh mh. d'aller me replonger finalement dans des univers, et notamment la Cordillère des Andes qui est Mmh. presque illimitée. Tu as juste à fermer les yeux, de te souvenir de quelques endroits que tu as pu traverser là-bas et Ouais. hop, tout va mieux. Et quand justement, et véritablement, c'est-à-dire tu en sens un des bénéfices quand tout est dur, ton corps il est crispé ou il a froid, on voit des vidéos de toi, dans différents paysages, on se dit: «Mon Dieu, bon sang, ça doit être atroce», comme tu dis. Mais le fait de fermer les yeux, de se reconnecter dans ces sensations-là, tout de suite, tu arrives à retrouver de la détente, du confort? Alors j'ai même pas besoin, si tu veux, de fermer les yeux parce que souvent je le fais sur le vélo. Bien C'est-à-dire sûr, que je oui, suis en train de oui. progresser sur le ouais, si je ferme les yeux, c'est la mort. Tu vas tout droit et tu es à 4 900 mètres, Mmh. tu as plus beaucoup d'énergie, tu es en fin de journée et tu dois descendre un col qui fait presque 45 kilomètres de long, donc tu as 2 heures et demie de descente devant toi. Donc non, je Mmh. ferme pas les yeux, je le fais avec les yeux ouverts Mmh. et j'utilise la musique d'ailleurs. C'est une astuce D'accord. qui permet Mmh. finalement d'arriver à encourager ce phénomène et cette astuce-là, c'est la musique. Et le son, des sons que tu as l'habitude d'écouter pour te transporter et t'aider finalement Mmh. à aller dans Mmh. cet univers-là pour, Mmh. ben voilà, pour te réconforter, te réchauffer et continuer, progresser. Oui, toi, tu utilises pour le coup le canal auditif pour atteindre, voilà, cet Tout à état, fait.
intérieur pour reprendre le contrôle sur une situation extérieure qui est un peu anxiogène, sachant que, ouais, au passage, hein, le son, l'auditif est assez puissant, hein, pour pouvoir très vite atteindre des états de performance intérieure, hein, quand, ça s'agite à l'extérieur. Mais moi, pour le coup, quand je faisais l'enduroman, j'avais interdiction. Le coach avait dit: «Non, pas de son, tu restes connecté avec ton environnement grâce à l'auditif», parce que tu as un auditif qui est extrêmement fort, Cyril. Donc je te propose plutôt de fermer les yeux quand tu nages. C'est plus là, pour le coup, c'est plutôt les yeux, donc fermer les yeux. Et le fait d'être dans un environnement absolument atroce, au bout de 10 heures de nage, enfin 12 heures même, là, le fait de fermer les yeux, de me remettre en fait sur une imagerie mentale. Mon image, je vais vous la révéler d'ailleurs, je ne crois pas l'avoir révélée une fois, en tout cas pas sur mes plateformes d'audio, vidéo, pardon. C'était pendant 1 an, je me suis répété quand je nageais une image dans ma tête d'une hélice du Titanic, tu vois, ce truc énorme, quoi. Et en fait, bah, ça représentait mes bras. Et à force de pouvoir visualiser ça de l'intérieur, bah, mes bras étaient invincibles, quoi, même s'ils étaient meurtris, déchirés, brûlés. Bah, en fait, bah, rien ne m'empêchait de pouvoir arrêter cette mécanique parce que je l'avais associé à cette hélice-là. Voilà, c'est après. Voilà, toi, c'est le son. Moi, c'était par la visualisation. Donc, il y a plein de techniques comme ça. Merci en tout cas de nous la révéler au passage, la tienne. Et ça marche, hein, évidemment. Pour toi, ça a Et marché? je vais la connecter à un univers, moi, je dirais, qui me fascine, Mmh. parce que j'ai eu la chance de lire quelques ouvrages là-dessus. D'ailleurs, il y a un journaliste un jour qui a fait une blague en m'appelant le chaman cycliste. C'est l'univers du chamanisme, c'est-à-dire de ces humains qui, à un moment donné, pour aller capter de la ressource naturelle et quelque part des savoir-faire naturels, notamment, par exemple, identifier une plante comme étant une plante anesthésiante pouvant être utilisée pour des vertus médicales, à un moment donné, ils font la même démarche que ce que tu as pu faire avec l'enduroman ou ce que je fais moi sur mes expés, Mmh. qui va être une démarche d'épuisement physique, Mmh. mais également d'être à l'écoute de ses sens pour, à un moment donné, avoir une perception sur les choses qui est un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'on vient déconnecter le rationnel Mmh. de tous nos sens qui nous empêche finalement de voir beaucoup de choses. On voit plein de choses, Mmh. mais souvent on manque l'essentiel, hein. Comment expliquer qu'un Indien d'Amazonie est capable de pouvoir, parmi des milliers de plantes, dire c'est cette plante-là qu'il faut que tu utilises parce qu'elle est anesthésiante, alors que la majorité sont vénéneuses? Mmh. C'est par ces processus-là. C'est-à-dire qu'il utilise un mécanisme d'épuisement physique, mais également, voilà, tu évoquais le sens de l'auditif. Donc il y a du son, il y a des danses qui permettent à un moment donné de se mettre dans un état second et qui va en fait permettre de porter un regard différent sur quelque chose et peut-être de découvrir des choses. Et la question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que tu as pu participer à ces danses, à ces rituels? Mais je le fais moi en permanence en fait. C'est-à-dire que Ah, raconte-nous! mais non, mais les expés, si tu veux, Ouais, aujourd'hui que je réalise, ouais, bien sûr. me plaisent pour Mmh. tous les aspects qu'on a évoqués, de découverte de paysages, rencontre de culture, rencontre Mmh. humaine et avoir des souvenirs, des super souvenirs à raconter et à partager par des histoires, des vidéos, des récits et peut-être un jour des livres, parce que c'est un rêve que j'ai. Mmh. Mais cette notion d'épuisement physique, moi, j'en ai clairement conscience parce que Mmh. je trouve que le vélo, pour ça, pour revenir sur la machine, est un excellent moyen accessible beaucoup plus facilement, par exemple, que la nage. Alors, je ne sais pas Mmh. ton expérience, mais je sais ce que c'est que de nager 4 km, 5 km ou 6 km. Mais tu vois, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. C'est beaucoup Mmh. plus accessible à plein de gens parce que bah, tu restes quand même, tu vois, ouvert sur pas mal de choses. Mmh. Je fais le lien avec ton expérience de l'enduroman qui me rappelle celle de Jonas, qui a nagé plus de 200 km là, pendant son tour du monde de triathlon, enfin un truc de malade. C'est encore plus dur dans le sens où tu es vraiment coupé de beaucoup de sens quand tu es sous Mmh. l'eau. Oui. Donc c'est vraiment mentalement, c'est encore plus difficile. Là où le vélo, ça reste accessible. Tu as Mmh. encore tous tes sens, tu as l'odorat, tu as l'ouïe, tu as le goût, tu as le toucher. Parce que dans l'eau, j'imagine qu'à un moment donné, tu es anesthésié sur beaucoup de sens en fait. Donc j'imagine que je vois ça encore de manière beaucoup plus difficile et beaucoup plus subliminale comme démarche. Là où le vélo, finalement, bon, ça reste quand même pour arriver à cet état finalement un peu d'envol et de prise de hauteur. Moi aujourd'hui, je sais que quelque part, on va revenir sur la dose. Il faut augmenter la dose de plus en plus. Et c'est là le danger, c'est que la notion de rapport à la souffrance, à la Mmh. douleur aussi évolue. Mmh. Plus tu lances des défis comme ça, Mmh. plus à un moment donné, tu t'accoutumes à la souffrance et il faut faire attention, il faut être vigilant parce que Mmh. Mmh. du coup, tu vas pousser un peu ces retranchements et pour observer beaucoup voilà, d'exploratrices, d'explorateurs et de gens qui
pousse quelque part les limites physiques et mentales, je trouve que tu peux très rapidement rentrer dans une sorte de démence, d'aller en permanence te dépasser pour te dépasser et au final, tu ne prends même plus conscience que tu es en train de faire des choses où tu te détruis. Ouais. Et donc, si tu veux, pour revenir sur le thème du chamanisme et de ce savoir-faire, en tout cas de cette vision que tu peux avoir et cette connaissance de soi, pour revenir un peu sur des sujets plus terre à terre, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire qu'il faut savoir à un moment donné, certes, renouveler l'expérience et aller chercher ces expériences-là, mais il faut savoir à un moment donné dire attention parce que plus tu vas les solliciter, plus tu vas devoir aller loin en permanence, faire des sauts. Il y a 10 ans, faire 1200 km à vélo, c'était un tour du monde pour moi. Et aujourd'hui, faire un tour du monde à vélo, tu vois, le rapport des choses évolue et le corps qui encaisse, une machine formidable, aussi t'aveugle là-dessus. Donc, fais attention. Il faut être Et très toi, du vigilant. coup, par rapport à ça, c'est un peu la question qu'on peut poser justement de l'extérieur, qu'on ne connaît pas trop cet univers sportif, de dépassement, mais tu n'arrêteras jamais, tu n'en as jamais assez, etc. Comment toi, justement, tu retrouves toujours cette forme de plaisir par rapport justement à cette non-graduation, enfin voilà, d'aller chercher toujours plus. Toi, où tu trouves ton plaisir, du coup, à défaut d'aller trop loin, parce qu'il ne faut pas d'ailleurs, tu nous le dis. Donc, c'est quoi le plaisir que tu trouves? C'est de revenir, de partager, de l'écrire, c'est quoi ton... Alors, en fait, au-delà du plaisir, ce que je cherchais à communiquer, si tu veux, c'est Ouais. que quand tu fais ce type d'expérience, il faut savoir revenir. Et il faut savoir bien revenir. Je ne sais plus quel marin avait dit qu'après avoir fait quelque chose de formidable, je pense que c'était un tour du monde, je ne me souviens plus, peut-être que les personnes qui nous écoutent pourront le trouver, ou en tout cas dans les commentaires, qui avait dit une fois qu'il avait accompli son défi, qui était quelque chose d'extraordinaire, que la première chose qu'il allait faire, c'était de repartir. Moi, quand j'écoute ça ou quand je lis ce type de témoignage, c'est pas du tout ce que je cherche à faire sur mes expéditions. C'est l'expédition, quand elle est réalisée, il y a un retour qui est extrêmement important. Et le retour, c'est finalement revenir se mélanger aux immobiles. Les immobiles, c'est les gens qui sont encore dans cette routine qu'on a tous les deux vécue et que plein de gens qui ont nous écouté vivent. Il faut revenir se frotter finalement au système et la manière dont les gens vivent. Et ça implique d'être patient, ça implique de savoir se reparler à ses proches, ça implique de savoir parler à ses parents, à ses frères et sœurs, à sa femme, à ses amis, en tenant compte du niveau. C'est-à-dire, attention, ces gens-là n'ont pas fait ce que tu as fait. N'attends pas qu'ils aient la même perception que toi, et auquel cas, il faut réussir à rétablir le dialogue. Parce que ça te permet de pouvoir, quelque part, redescendre sur Terre. Ouais. Et pas rester dans les cimes avec l'asphyxie et l'hypoxie que ça peut provoquer. Donc moi, déjà, il y a cette notion de retour. C'est de bien savoir revenir, et pour revenir, il faut se refrotter au vivant, il faut se refrotter à ses proches, il faut aller partager tout ça et tourner en échange. Parfois, ça peut paraître pas ennuyeux, mais en tout cas, c'est très difficile de rentrer. C'est très, 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 très difficile parce que quand tu viens te mettre des volumes physiques et mentaux tellement énormes, j'en cite un qui me vient en tête, c'est 50 jours, 220 bornes par jour, 10 heures de vélo, tu fais 500 heures en moins de 2 mois, quoi, grosso modo. Ce qui est le volume annuel de quelqu'un qui déjà commence à rouler en vélo. Je le fais en même pas 2 mois. Tu rentres de ça, le contrebalancier de ça, c'est que, waouh, tu te prends un tsunami. Hein, le corps, il vient te vomir énormément de choses. Et pour ça, il faut prendre justement le temps et être patient. Et ça passe par les proches. À mon sens, ça passe par les amis, ça passe par les proches, ça passe par se remettre dans le sérail de la vie normale. Et avec la volonté les choses à terme, simples, exactement, apprécier les choses simples et savoir finalement revenir sur Terre. Quoi. Parce que sinon, si par exemple, tu rentres et tu ne fais qu'échanger avec des gens qui font que ce que tu fais, le recordman de l'enduroman parle avec le recordman de je sais pas quoi, puis en fait, c'est que des gens qui font des records de partout. À mon sens, c'est bien, ça peut créer une énergie géniale, mais ça peut créer aussi une fièvre avec le risque que quelque part, tu ne reviennes plus jamais, quoi. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre. Et après, pour revenir Moi, sur je ta trouve question du plaisir… enfin, si je peux me permettre, en tout cas, tu as trouvé quand même un bel exutoire, ne serait-ce que déjà en l'exprimant sur le talk TEDx. Parce que non seulement tu reviens avec la notion expérientielle, de partage de ce que tu as vécu, mais en plus,
avec un enseignement majeur. Et quand tu parles de voyage métabolique, déjà, tu nous embarques dans ton aventure, mais en plus, tu reviens avec un enseignement que tu nous partages à tous. Et pour le coup, on pourrait se dire, bah oui, mais cet enseignement, ok, mais c'est qu'il faut être câblé comme lui. Ben non, en fait, ça peut toucher tout le monde et n'importe qui, ce que tu nous révèles dans ton TEDx. D'ailleurs, si tu avais, alors moi je dis juste un mot, le voyage métabolique, mais toi, si tu avais une idée maîtresse, ton message à 1 million de personnes par rapport à ce TEDx, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous partages? Qu'est-ce que tu nous révèles d'ailleurs? Une idée maîtresse, bah, dans le titre, c'est ce que tu as décrit. C'est le voyage à la force humaine. Le voyage métabolique, en fait, la notion Mmh. métabolique, c'est par rapport à l'étymologie du terme métabolique. Mmh. Métabolé qui signifie changement et transformation. À Mmh. mon sens, quand tu voyages, pas forcément à vélo d'ailleurs, à vélo c'est mieux. Alors, en tout cas, je le pense parce que je suis amoureux de cette machine, mais C'est ton véhicule à toi. c'est mon véhicule exactement, mais tu en as d'autres. Tu Bien as sûr. la natation, tu as la marche, tu as le cheval, tu as Mmh la mh. voiture. Mais l'essentiel, c'est à un moment donné d'arriver, tu vois, à connecter la notion de voyage avec son propre métabolisme. Et je ne vais pas être sectaire en disant si demain tu prends une bagnole et que tu fais la même chose, c'est pas bien. Ça aide, si tu veux, à un moment donné, à venir te, te séparer du superflu. Donc, pour moi, c'est cette notion-là, c'est le voyage métabolique à la force humaine. Tu utilises ton Mmh. propre corps à un moment donné Mmh. pour te déplacer. Et parfois, se déplacer, c'est juste aller Mmh. au restaurant où j'avais l'habitude d'aller Mmh. avec mon véhicule, bah, je vais aller à pied. Mmh. Mmh. Ça prend plus du tout la même dimension. Mmh. C'est des choses toutes simples. Mmh. Après, moi, ce que j'essaye de faire Mmh. à travers ce voyage-là, c'est quelque part de réenchanter les gens sur une carte que je décris d'ailleurs dans le TED, qui est à mon sens une carte au trésor qu'on a tous, que tout un chacun a et qu'on oublie, qui est finalement notre corps et notre capacité de perception des choses. Et par l'intermédiaire du mouvement, Mmh. donc du corps, tu vas pouvoir te réapproprier quelque chose qui existe de manière millénaire. C'est même pas séculaire, c'est millénaire, puisque c'est des millions d'années d'évolution, si tu veux. Les gens ont tendance à oublier qu'on est sédentaire que depuis 10 000 ans, alors qu'au final, on a été nomade. Mais dans ton ADN, aujourd'hui, l'ADN qui vient de Cyril et d'Axel, il ne vient pas des deux parents qu'on a eus. Il vient Mmh. d'une évolution qui a pris des millions d'années Un peu de à se Saint-Pierre produire. un peu de Saint-Pierre sans nous. Oui, Mmh. mais il y en a. Et il y en a. Et en fait, cette carte-là, il suffit d'aller dehors. Et je pense que Mmh. le sport, finalement, Mmh. est pour moi, si je devais faire une analogie avec l'invention du Gutenberg par rapport à l'imprimerie, là où l'imprimerie permet de démocratiser la connaissance, le sport permet de réenchanter les gens sur cette carte. Parce que c'est accessible. Il y a 100 ans, tu faisais des efforts physiques, parce que le mode de vie, on n'avait pas toute l'assistance technologique qu'on a aujourd'hui, mais c'était parfois des conditions de vie qui étaient abominables. Donc, il n'y avait pas cette possibilité de pouvoir, comme aujourd'hui avec la lecture, tu vas te plonger dans des connaissances que tu recherches par affinité. Le sport, c'est ça aussi. C'est un moyen de pouvoir choisir ton véhicule. Au-delà de la performance, des chiffres et finalement de résumer trivialement quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus grand que ça. C'est un véhicule, un moyen en tout cas de renaître à chaque fois. Tu nous as parlé de renaissance, une opportunité, une occasion finalement de sortir de chez soi, de renaître à nouveau pour s'oxygéner, se reconnecter avec son corps, et cetera. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que c'est pour faire une transition, toujours à 2 balles, mais une transition quand même, avec, une des personnes, je ne te l'ai pas encore dit, mais que je connais vraiment très bien, qui est un super ami que tu as côtoyé pendant ce TEDx à Cannes. Et lui en fait, je vais te dire qui, je vais vous dire qui assez rapidement, mais la petite histoire, c'est que je lui ai posé un jour la question à Jean-François. Mais Jean-François, est-ce qu'il faut qu'on ait tous des expériences absolument, comme Axel, par exemple, de vivre un truc de fou, une expérience hallucinogène pour pouvoir prendre conscience de certaines choses et se rendre compte de la pépite qui est en nous, de la vie qui est autour de nous, de la nature, et cetera. Parce que souvent, quand on écoute les gens qui font un TEDx, on a l'impression qu'ils ont vécu un truc incroyable. Alors, quand je dis incroyable, ça peut être dans le sport, le dépassement, et cetera, mais ça peut être aussi voilà, quelque chose de très, très, très dur, comme Philippe Croizon quand il raconte qu'il prend la foudre et qu'il n'a plus de bras ni de jambes. Et là, forcément, on se dit, mais est-ce qu'il faut prendre la foudre pour se rendre compte que la vie est belle? Avant, j'étais mort, maintenant, je suis vivant. Voilà. Et je posais la question à Jean-François, mais comment on peut faire pour prendre conscience de tout ça? Et dans un
très beau TED, eh bien, il nous parle de sa théorie du petit lapin et du phénix pour justement, je fais une vraie analogie avec cet échange qu'on a eu tous les 2, Axel, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Jean-François dans ce que tu dis et moi, je me retrouve en lui en tout cas et je te retrouve en lui aussi. Donc voilà, un petit hommage à Jean-François, parce qu'en fait, voilà, on a tous quelque part notre petit lapin de notre enfance et finalement, on arrive à se reconnecter, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, à notre petite enfance, eh bien, on peut renaître et revivre, une deuxième vie, vivre une deuxième vie et finalement sans avoir un traumatisme dans sa vie qui nous fasse prendre conscience de ça. Et pour justement, je vous invite d'ailleurs à aller voir son TEDx parce que lui aussi, il nous parle d'une technique très simple pour pouvoir renaître chaque jour, celle du souffle, la respiration. Et finalement, c'est un outil qui est assez simple et qui est à portée de main de tout le monde, mais dont on ne prend pas soin. Toi, ton outil, c'est le sport, c'est le vélo notamment. Et donc voilà, tu as compris que c'était, j'espère, Jean-François Noubel qui nous parlait d'autres choses au TEDx à Cannes. Mais voilà, donc je vais faire cette analogie là-dessus parce que voilà, tu nous as apporté beaucoup de choses, Axel, au travers de tes voyages. En plus, qu'on n'a pas tout dit, mais ça, il suffit de te suivre sur ta chaîne YouTube pour comprendre que tu partages énormément de choses dans ton univers, que c'est extrêmement à portée de main pour tous finalement, mais il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour vivre ce que toi tu ressens. Euh, mais malgré tout, tu restes quand même quelqu'un d'assez, peut-être pas toi, mais ce que tu fais, ce que tu nous fais vivre, c'est exceptionnel. Donc merci pour ça. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Si tu avais finalement à la fin une chose à nous révéler, très simple, à partager, voilà, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Une seule chose à partager, ça serait d'oser. Mmh. Ça paraît bateau comme ça, mais Mmh mh. ça se connecte à la curiosité, ça se connecte au fait à un moment donné de dire oui, toute cette énergie en fait, que les gens que tout le monde dont tout le monde, si tu veux, regorge, le plus dur, c'est d'oser. C'est à un moment donné de dire: «Tiens, peut-être que pourquoi pas?» Mmh. Parce que c'est plus dur. Une fois que tu as fait ça, après, il y a un rouleau compresseur qui va se mettre en place sans que tu en aies en plus forcément conscience et ça permet quelque part, alors on dit changer sa vie, tu vois? Il y a tout le temps des grands mots, alors qu'au final, c'est simplement, oui, comme tu disais tout à l'heure, être heureux, quoi. Être heureux, Mmh. et rencontrer le bonheur qui est, voilà, qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est avoir de la chance et tu la crées à un moment donné en osant et Mmh. en disant oui. Donc voilà, je reviendrai sur cette idée, à mon sens, qui est fondatrice Mmh. parce que, parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui on n'arrête pas de dire non tout le temps Mmh. et on va bientôt interdire d'oser. Donc Mmh. plus il y a de gens qui peuvent oser, plus il y a de gens qui disent oui, plus ça va surprendre. Je pense vraiment Mmh. que les gens peuvent se surprendre même le Mmh. matin, Mmh. s'ils prennent leur voiture et qu'ils laissent passer la personne alors que normalement ils grillent le Mmh. stop ou c'est dans plein d'échanges en fait en permanence de se rendre compte à quel point on est tous, et toutes connectés et que ça passe, par un état d'esprit. Quand Mmh. tu sais que tu vas dire oui à la personne, déjà tu as le visage qui change, tu as Mmh. tout un tas d'outils finalement qu'on est incapable aujourd'hui de décrire malgré tous les algorithmes et tous les Mmh. capteurs de la planète qu'on essaie de nous mettre de partout. Mmh. La simple, toute la communication non verbale, moi qui a fait d'ailleurs l'objet de ma thèse, si tu veux, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait instinctivement détecter parce que Mmh. visuellement, quand tu vois quelqu'un et que tu arrives et que tu sais que tu vas être dans l'affirmative et dans le positivisme, mais il se passe des trucs de dingue tout le temps, tout le temps. C'est que tu as des gens qui ont l'habitude de recevoir du non et du négatif en Mmh. permanence. Quand ils voient quelqu'un qui arrive avec du oui, bah, finalement, ils t'accueillent les bras ouverts. Alors par effet de rebond, j'amènerai sur une autre rencontre que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, c'est avec un mentaliste, un vrai, le seul pour le coup, il s'appelle Pascal de Clermont et lui m'a apporté une certaine méthode qui là, nous permet de comprendre ce que tu nous dis, c'est-à-dire voilà, comment accéder à tout ce qui est un petit peu de l'ordre de la sensorialité, l'extrasensorialité, l'hypersensorialité, parce que finalement, on est assez câblé dans notre cerveau, hein, très bien, mais après, si on est que dans notre rationnel, je ne crois que ce que je vois, cogito ergo sum, etc. C'est les fondements de notre éducation, certes, mais on passe, comme tu l'as dit, à côté de plein de choses. Donc, le mentalisme, voilà, on parlait de coach. Après, c'est vrai qu'un coach aussi peut aider à ça, à permettre à la personne de se reconnecter avec ses sensations, ses émotions aussi au passage, et pour pouvoir accéder à beaucoup plus de choses. Donc, moi, merci Axel, parce que j'ai noté, alors bon, oui et oser.
J'ai bien aimé l'idée du sillon. On a un sillon dans la vie, celui dans lequel on nous met, puis à un moment donné, on a une révélation sur un autre sillon. Il ne faut pas être pressé, tu as dit, il faut être patient. Il faut attendre voilà. On sait, il y a le deuxième à côté qu'on est en train de petit à petit, qui est en train de s'enfoncer, qui nous appelle de plus en plus. Mais voilà, il ne faut pas être trop pressé. Tu dis des fois, ça peut être rapide, pour d'autres, ça peut être plus long. Toi, ça a pris un certain temps, donc il faut être patient. C'est un vilain défaut que je n'ai pas. Enfin, je suis un impatient, moi, pour le coup. Et j'aime bien aussi toute la connexion que tu nous as apportée, d'être connecté, bon, pour se connecter avec soi. Et puis en même temps, tu as parlé beaucoup de connexion avec notre environnement, la nature, l'autre, les autres aussi civilisations. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est voyager davantage pour me connecter avec ces gens-là, parce que c'est vrai que je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais c'est vrai que tu l'as dit un petit peu quand même en substance, le monde dans lequel on vit, en tout cas notre société, tout va vite, tout va trop vite, on nous assène de beaucoup d'informations, bien ou pas bien. C'est à nous finalement de prendre ce qui nous intéresse et peut-être de ne pas prendre ce que nous envoie comme ça, de but en blanc. Mais c'est vrai que certaines civilisations, encore cette analogie autant qui n'est pas la même que la nôtre, et ça fait du bien des fois de Tout le prendre. monde ne rêve pas de vivre comme on vit. Ça, Ouais. c'est sûr. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, on n'est pas là pour être Certitude. des moralisateurs, mais en tout cas, tu nous apportes en tout cas un beau message, Axel. Je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Je pense que je ne suis pas le seul à te remercier, parce qu'on a des beaux messages, des beaux témoignages à côté. Je pense que tu as pu lire aussi. Merci Val, merci Arnaud, merci à tous en tout cas, enfin ceux qui étaient là en live avec nous, et évidemment sur le replay, sur le webcast qui sera à disposition sur la chaîne YouTube. Je me permets de le proposer, même si on a manqué un petit début sur l'histoire d'Axel, mais tout le monde la connaît. J'ai emmené trop vite. On va s'oublier d'enregistrer. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours un vrai plaisir pour moi, et surtout un vrai plaisir de partager. Donc voilà, comme tu as dit tout à l'heure, de pouvoir se reconnecter avec les autres et d'être dans cette émotion partagée. Merci Axel. Merci à toi Cyril. Top. Tu as un choix à faire. Tu peux choisir de rester dans ton lit ou non. Eux ont fait un choix. Champion de ma vie.